décryptage 16 janvier 1977, 16 janvier 2019, 42 ans. L'histoire politique du Bénin a enregistré ce jour-là précisément, ce 16 janvier 1977, une agression du pays. Bob Denah et sa troupe ont tenté de renverser le pouvoir en place, le pouvoir du général Mathieu et Kérékou. Ils ont été repoussés simplement. Aujourd'hui, on parle de l'histoire, on parle des martyrs du 16 janvier 1977, les moments forts de cet événement. Mais aujourd'hui, c'est la question, dans ce décryptage, de revenir non seulement sur l'histoire, c'est pour ça qu'on l'a intitulé, sur les traces de l'opération Crevette, parce que c'était le nom donné à l'opération par Bob Denah et sa troupe. Mais quelles sont aujourd'hui les leçons à tirer, la portée sociale et pour la jeunesse militante, puisque vous le savez très bien, il y a eu un sursaut patriotique, le peuple s'est réveillé comme un seul homme, que ce soit à Cotonou, que ce soit à Bomé, à Parakou, les autres villes où il n'y avait pas forcément le front, les Béninois se sont levés comme un seul homme pour repousser ces soldats. Il est question donc alors d'en parler dans ce débat décryptage ce matin d'Éden. Nous sommes avec Dr Raymond Asogba, socio-anthropologue. On aurait pu également avoir en face de lui Boga Koupaki, qui est doctorant en histoire à l'université d'Abomey-Calavi, mais qui nous a lâché à la dernière minute. En tout cas, de toute façon, en attendant qu'il nous rejoigne peut-être ou pas, nous allons retrouver en face du Dr Raymond Asogba Loris Freddy, d'abord rédacteur en chef de Eden Télévision, qui fera le débat avec nous. Dr Raymond Asogba, bonjour. Bonjour, cher ami. Mes meilleurs vœux réciproques et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler un peu d'histoire. Tout le plaisir pour moi. Je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs d'Eden TV. Mais permettez-moi, à l'entame, de présenter ma compassion au professeur Honora Agassi, notre aîné, celui qui a été le fondateur de la faculté des lettres, arts et sciences humaines à l'université d'Abomey-Calavi, et aussi qui a monté le département de sociologie et anthropologie. Cet aîné, vous savez, il est en deuil parce qu'il a perdu sa femme. Tout à fait. Et donc, je lui présente ma compassion et je le fais aussi à l'endroit du professeur Tingbe Azalou Albert, qui est un émule du professeur Agassi. Je pense que toutes les énergies, toutes les sphères de la Kabbale et toutes les énergies intergalactiques qui constituent les différentes facultés à l'université, c'est pourquoi on dit univers-cité, l'univers dans la cité, toutes ces énergies sont avec lui pour l'accompagner dans cette douleur. Parce que malgré l'élévation, le professeur Agassi est avant tout un humain. Et donc, nous supposons et nous l'accompagnons, nous souhaitons beaucoup de respiration pour amortir ce choc-là. D'accord. Très bien, Loris Freddy d'abord. Bonjour Corneille, bonjour docteur Raymond Asogba, bonjour aux fidèles amis, téléspectateurs et auditeurs. 16 janvier 1977, 16 janvier 2019, 42 ans. L'opération Crevette, sur les traces de l'opération Crevette. Docteur Raymond Asogba, comment avez-vous vécu cette journée du 16 janvier 1977? Ah oui, cette journée du 16 janvier 1977, disons qu'en ce temps-là, j'avais 17 ans. Et nous étions tous emballés dans la ferveur du nouveau régime du marxisme-léninisme et du Parti de la Révolution populaire du Bénin. C'est intéressant de situer ce contexte de la Révolution parce qu'il y a eu de 72 à 75 la période pré-République populaire, la période de la révolution du JMR qui a introduit un changement et élaboré maintenant sous forme d'un régime politique de gouvernance, mais qui, d'une certaine manière, a entraîné l'exil de certains Béninois. Parce que l'État avait nationalisé toutes les unités de production. Et la liberté était conditionnée à l'exercice du centralisme démocratique
qui fixait que les décisions étaient prises au sommet, au niveau du bureau politique, passent par le comité central pour venir au niveau des masses et pour faire les débats avant que, avec les critiques, cette décision ne remonte pour que les décisions soient prises. Ensuite, le marché du travail en ce temps-là était un marché unique dans la mesure où il n'y avait pas, ce n'était pas le libéralisme, ce n'était pas la compétition entre les entreprises, la liberté d'entreprise, non, c'était le plan. Il y avait le Gosplan, l'État qui fixe les objectifs de production et donc tout le monde était embrigadé à une forme de fonctionnement qui excluait la liberté individuelle, la contestation ou même la compétition au niveau des élections. Donc c'est dans cette situation de ferveur que nous les Béninois, nous étions heureux quand même parce que c'était Ouzou. Rappelons-nous un peu Ouzou Dandan, Trotro Mihoué, Alilé Pipipi, etc. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest, véritablement. Et tout le monde était content de ce régime qui met l'accent sur Midjeminesi, c'est-à-dire l'initiative historique. Le Béninois qui décide maintenant de se prendre en charge, sans attendre les concours budgétaires internationaux, bilatéraux ou multilatéraux. Et nous étions à l'école, par exemple, nous faisions la production, d'accord, il y avait la coopérative. Donc il y avait de nouvelles unités d'organisation qui ont été implantées. Et donc c'est dans cette ferveur qu'il y a eu cette agression armée impérialiste du 16 janvier 1977. Moi j'étais ce matin, c'était un dimanche. Et ce dimanche, j'étais en train de balayer vers 6 heures. C'était mon travail à la maison, le travail domestique. Je devais balayer la chambre, mais je devais balayer la devanture. Et puis, on a commencé par entendre les coups de feu, les canons, surtout le canon. Et puis, à un moment, j'ai vu un militaire qui allait dans la direction opposée à l'aéroport. Et bizarrement, le ciel était mi-clair, mi-sombre. Et puis après, j'ai vu ma maman revenir puisqu'elle était allée à l'église. À partir de ce moment, on a su qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis après, on a appris que bon, il y avait cette agression. La déclaration de Mathieu Kérékou à ce moment à la radio, il a invité tous les citoyens à utiliser tous les moyens de bord, même si c'est une hache, même si c'est un coupe-coupe ou quoi, pour casser l'aéroport, la route de l'aéroport et empêcher cet avion de décoller. De décoller. Donc nous avons appris qu'il y a cette agression, les coups ont continué, ça tournait, et puis bon, tous on était quand même, on regardait le ciel qui demeurait tel quel, mais quelque chose se passait et après bon, il y a eu l'agression a mal tourné. Finalement, l'avion a décollé. Et puis à partir de ce moment, il y a eu un changement total de l'atmosphère, de l'ambiance sociale. À la radio, il y a eu disons, de nouveaux discours qui sont apparus avec la condamnation de l'agression, etc. Donc, ce dimanche-là, voilà comment j'ai vécu ça. Je pense que toute ma génération l'a vécu avec une conscience de devoir, disons, une conscience de devoir condamner une telle agression. C'est-à-dire tous, disons, toutes les émotions convergeaient vers Kérékou. Et quand il prend la parole, je pense que tous, nous étions dans cette conscience de la légitimité historique. Et voilà comment moi j'ai vécu ça. Alors, Freddy Loris, d'abord, c'est sûr qu'il y a une question que je ne vais pas vous poser. J'espère que vous ne me demanderez pas comment j'ai vécu. Alors, Loris, d'abord, oui. Oui, vous ne me direz pas comment j'ai vécu, mais non, pas ça. Que savait un jeune de cette agression du 16 janvier 1977. Il fallait d'abord rappeler pour les jeunes et plus jeunes que nous autres que c'était
au lendemain, pour les quelques documents que j'ai confrontés, justement, c'était aux environs de 6h30, 7h que l'avion dont parlait le professeur Assogba a atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Cotonou. Un DC-7 pour être plus précis, un DC-7 qui avait à son bord, je dirais, un peu plus d'une dizaine ou une dizaine d'assaillants de différentes nationalités. À leur tête, bien évidemment, le mercenaire célèbre déjà à l'époque, Bob Denard, qui avait signé déjà à l'époque une série de faits d'armes, pas seulement au Bénin. Il en avait réussi ailleurs, il en avait réussi à Cabinda, à Katanga, en Angola et même dans les Comores. Donc il avait un palmarès élogieux et bien éloquent. Et donc, il connaissait le continent aussi. Il connaissait le continent, c'est pourquoi cette mission, cette bien vilaine mission lui a été confiée. Alors, que retenir? Il faut, pour moi déjà, au-delà du devoir de mémoire, saluer la bravoure, le sursaut patriotique du chef de l'État d'alors, le général Mathieu Kérékou, cet appel dont vous parliez tantôt, et la bravoure des forces de l'ordre qui, c'est vrai, n'ont pas pu contenir seuls. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, il y avait une sorte de partenariat, une coopération entre États socialistes, ce qui nous a valu la présence au pays des forces nord-coréennes qui nous ont aidés à contenir ces assaillants, puisque la stratégie, vous l'avez connue, c'était hautement militaire, c'était d'asseoir et de nous arracher les bases névralgiques de Cotonou, à savoir la présidence, le camp Guézo, et vous savez ce que constitue le camp Guézo pour nous, pour notre armée et pour la sécurité nationale. Après avoir pris le contrôle de l'aéroport en ce moment-là, il était sur le point quand même de poursuivre. Et il faut préciser que c'est justement là, l'aéroport qui a connu et qui a signé, je dirais, le premier ou la première bataille dans le cadre de cette agression du 16 janvier 1977, c'était déjà sur le tarmac qu'on a noté les premiers tirs nourris entre assaillants et les forces de l'ordre béninoises et justement les forces coréennes venues en appui dans le cadre de ce contrat que j'évoquais tantôt. Donc, c'est vrai qu'à l'issue de cette agression, on a perdu des hommes, de braves et vaillants soldats. Et autres citoyens, justement, dont on fait quelque peu cas. Ça, il faut le dire. Les martyrs, oui, on évoque les martyrs, certes, mais il y a eu des tirs nourris qui ont fait perdre la vie à d'autres. Ça, on en parle très peu. Mais la martyrs, c'est vrai, on en a eu jusqu'à leur consacrer la place qui aujourd'hui tient lieu de place de souvenir, ou place des martyrs d'alors et actuelle place de souvenir. Il faut ici leur reconnaître et continuer à vénérer, à saluer leur mémoire et qui au-delà des messes et cultes, rappels, simples célébrations et discours, et débats comme on le fait, il faut avoir une pensée à leur progéniture parce qu'ils ont eu des enfants à l'époque. J'ai suivi un documentaire d'un ami qui s'est intéressé par exemple à ces familles, à la famille, sinon aux différentes familles de ces martyrs. Et c'est très important. Leurs femmes sont encore là, les enfants sont encore là. Que deviennent-ils? Que leur réserve-t-on? Vivent-ils encore des pensions de leurs parents tombés sous les tirs de ces assaillants conduits par Bob Denard? Ça, c'est toute une autre paire de manches. Le Bénin, juste après l'indépendance 60-72, a connu une période politique très instable avec une dizaine de coups d'État. Et à 72, il y a eu cette agression qui a échoué. Alors, c'est vrai qu'on salue la bravoure des forces béninoises aidées par les forces coréennes. Mais quels ont été, selon vous, les véritables atouts des Béninois qui ont su repousser l'agression? En fait, sortant de la mémoire, il faut dire que la progression des assaillants a été décrite après. Les positions qu'ils ont eu à prendre devant le ministère de l'Intérieur, devant la présidence, et puis tenter de contourner par l'aéroport et la ville. Il y avait les objectifs, mais il faut dire qu'en ce temps, il y avait des armes, de nouvelles armes qui ont été commandées, d'où justement l'expertise des Nord-Coréens. Mais ces armes n'avaient pas été distribuées en ce temps. C'était toujours les masses 36 que les militaires trimbalaient. Parce que aussi, le régime, à ce moment-là, se méfiait
de distribuer les nouvelles armes. D'accord? Bon, on a vécu dans ça, mais depuis en cette période-là, il faut reconnaître que la peur du régime, l'instabilité, était balancée par justement ceux qui sont partis en exil. Parce que dès que un État qui nationalise les moyens de production des industries qui appartiennent à des privés, nécessairement, ceux-là ne pouvaient plus rester dans le pays. Ils se sont exilés et ils étaient à l'extérieur. Donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, la révolution n'a pas travaillé pour ramener ceux-là. Et surtout que, bon, on l'a dit, c'était la pensée unique et basée sur une aliénation. Il faut le dire, hein, le marxisme-léninisme, c'est pas dans notre culture. Encore qu'en cette période, la logomachie de ce temps, c'était abat le féodalisme, donc la lutte contre ce qu'ils ont appelé la sorcellerie, hein, les sorciers ou autres. Donc les vaudounos n'étaient pas libres d'exercer parce que selon une théorie, il fallait éliminer toutes ces valeurs de nos cultures pour implanter le socialisme scientifique. C'est surtout ça. Et aussi, l'État avait en vue de s'approprier toutes ces terres-là qui appartiennent aux acteurs du monde endogène et qui géraient justement les biens des populations en matière de terres à défricher, de terres arables, etc. Donc voilà un peu les conditions politiques de cette instabilité, de cette attente, parce que tout le monde n'avait pas adhéré à la création du Parti de la Révolution populaire du Bénin, nécessairement. Et c'est un parti, un mouvement politique parmi beaucoup d'autres qui s'est allié aux militaires pour créer le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Et donc, nécessairement, les autres ont dû prendre la tangente, ils ont dû prendre la clé des champs, comme le dit, il faut le dire. Il fallait se mettre à l'abri, justement, de l'ire révolutionnaire, parce que, ouais, dans ce pays, chacun a sa manière de penser, chacun a sa manière de voir le monde. Et là où vous ne tolérez pas la liberté d'expression, à partir de ce moment, le régime était comme un îlot. Mais il faut dire aussi que c'était la période de la guerre froide. Et dans cette période de guerre froide, entre la bourgeoisie capitaliste et le communisme, vous voyez, nos pays qui faisaient la révolution se positionnaient comme une voie médiane. Ne pouvant pas aller au communisme, ils s'installaient dans le socialisme scientifique. Et s'appropriaient le patrimoine de l'État, arrachaient les biens des bourgeois, mais... Ce qui créait d'autres tensions. Oui, ça crée d'autres tensions nécessairement parce que l'objectif c'est d'aller au développement. Mais quel développement? À un moment, on ne sait plus quels sont les objectifs. Parce qu'il n'y a pas la redistribution de la richesse nationale. Donc finalement, c'est dans cette situation qu'on était lorsque l'agression a eu lieu. Et nécessairement, cette agression aura des effets. Très bien. Avant d'en parler, il y avait en ce moment des ennemis du régime, la politique menée. Vous avez peint la situation tout à l'heure. Et justement, dans son ouvrage paru bien après, Bob Denard est revenu sur l'opération Crevette. Il a cité des noms de certaines personnalités qui seraient impliquées, qui seraient les vrais instigateurs de ce putsch manqué. C'est un dossier qui, aujourd'hui, dans l'histoire, reste à être élucidé. Freddy Loris, d'abord. Oui, mais l'ouvrage dont vous parlez est dans les bibliothèques, et peut-être que le docteur Raymond Assogba a eu à le lire. C'est intitulé Corset de la République, et c'est publié aux éditions Lafon. Et c'est là où il s'est senti le besoin de faire une sorte de confession. Il a presque tout dit. Oui, il a précisé, par exemple, dans un petit extrait, qu'il était à Paris où il a établi sa base
sa base militaire, sa base de réflexion en quelque sorte. Quand un petit matin, il lui a fait, c'est qui ce il? Personne ne le sait, je vous le précise. Il lui a fait rencontrer, par exemple, l'ancien président Émile Derlin-Zinsou. Et ce dernier lui confiait, par exemple, que son pays est devenu un enfer, qu'il est contraint à l'exil, justement, après sa destitution. Si on lisait ce petit extrait, « Mon malheureux pays est un enfer pour ceux qui rêvent de liberté », me déclare le médecin. Oui. Le médecin Émile Derlin-Zinsou. Le tyran Kérékou vient de faire exécuter 11 de mes partisans. Il faut que vous m'aidiez à renverser ce régime. Et cela a été clairement écrit ainsi dans l'ouvrage. Dans l'ouvrage, docteur Raymond Asogbavi. C'est ce pourquoi je pense que cet ouvrage est une confession de Bob Denard, qui peut-être s'est senti le besoin de se vider, de se libérer avant sa mort. Bon, en fait, vous savez, en Occident, ils ont cette liberté. Puisque rien ne le prouve ici maintenant, parce que le présumé accusé cité dans cet ouvrage ne vit plus, eh bien, on s'en tient à cet extrait. Mais il faut préciser aussi qu'il y a des raisons, il y a des faits constitutifs qui nous confortent quelque peu dans ce peut être vrai. Il faut rappeler qu'après sa destitution de 1969, le docteur Raymond Asogbavi ne vous apprend rien. Le médecin, comme il le dit, Émile Derlin-Zinsou, a tenté de reconquérir le pouvoir, mais en vain. Mais il a tenté de reconquérir le pouvoir en 1975, mais en vain. Et ce n'est qu'après ça maintenant qu'il a réfléchi, il s'est dit, à en croire l'ouvrage, qu'il faille solliciter les services du mercenaire Bob Denard pour renverser le tyran. Je ne fais qu'utiliser jusque-là que les concepts de l'ouvrage, le tyran Mathieu Kérékou. Oui, c'est ce que vous dites. Et puis avant ça, Bob Denard, aussi en faisant ses confessions, si l'opération n'a pas pu réussir, mais c'est qu'au Bénin, après avoir pris le contrôle de l'aéroport, il fallait prendre contact avec un autre représentant de cette personnalité politique. Il a cité le nom. Qui devait servir de relais. Qui devait servir de relais, mais ils n'ont pas pu le rencontrer. Vous n'avez pas précisé le nom. Et pendant ce temps, la réaction des soldats béninois, aidés par les soldats nord-coréens, ont tout renversé. Oui, et ce que vous dites, c'est le contexte des relations internationales en ce temps, mais aussi de la dynamique des sociétés africaines. Dans la mesure où il faut constater que nous sommes dans le précaré français. Et il faut dire que les démocraties occidentales ont cette particularité, en même temps qu'elles tiennent un discours objectif, pas des sous, elles vendent aussi une expertise militaire pour faire des coups d'État. C'est une réalité. Mais je vous disais aussi, il y a des mercenaires, mais les mercenaires ne sont que les bras armés de ceux qui les financent. Et ceux qui les ont financés, il faut considérer déjà que ce sont des Béninois qui étaient en exil. Ils sont partis en exil. Ils veulent revenir chez eux. Donc, ils se donnent des raisons pour convaincre justement les mercenaires. Mais c'est un côté idéologique qui compte à faible explication. C'est l'argent, en fait, parce que ce sont des mercenaires. Et souvent aussi, ce que vous constatez, les militaires français, puisqu'ils sont disposés sur le terrain, officieusement offrent des moyens aux mercenaires pour exercer. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Il ne l'a dit nulle part dans son ouvrage. Qu'il a eu des appuis, qu'il a bénéficié d'expertise française. Vous savez que les pays qui ont été impliqués, le Gabon, le Maroc, quelque part la Côte d'Ivoire, et d'autres qui ont servi de zone de transit, sont des pays qui, par exemple, ont sur leur terrain des escadrons des forces françaises. D'accord? Encore que les Américains ne sont pas loin. C'est une coalition de la finance internationale. Vous voyez un peu. Et donc, c'est comme ça que ça se fait dans ce temps. En ce temps-là de la guerre froide, il y avait un enjeu. L'Ouest ne veut pas perdre ses pignons et l'Est aussi ne veut pas perdre ses pignons. Et quand il y avait cet aller-retour, de pays pro-français, pro-occidental, de pays pro-communistes, pro-russes. Et il y a une solidarité entre les pays
qui vivent le socialisme scientifique. Donc c'est une réalité de ce temps. Il faut le concevoir. Mais, et puis, ce fait, les implications des Béninois de ce temps sont des situations qui ont été amnistiées à la conférence nationale, parce que la conférence nationale a fait table rase de toutes les querelles pour appeler et toutes les sensibilités à s'asseoir pour penser à un Bénin des fils qui se retrouvent. Et donc il faut dire que le fait dont nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas tellement pour... et nous faisons bien de ne pas tellement insister sur les noms. Ce n'est pas pour tourner le couteau dans la plaie, mais c'est pour rappeler, parce que je dis c'est le souvenir. C'est pour dire aussi qu'est-ce que nous avons mis en place. J'étais d'accord avec Loris hier quand il m'a invité et que je parlais de 77. Un de mes jeunes, j'ai dit, mais est-ce que tu étais né en ce moment-là? Vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce que nous avons mis en place pour que les acquis philosophiques, idéologiques de cette période soient sur des jeunes? Vous voyez, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'est très loin. Mais quand la France ou les États-Unis fêtent ces moments de libération, mais ça prend, ils actualisent ça. Et ça continue de créer une ferveur dans la population, renouveler les ardeurs pour aller plus en avant et solidariser un peu plus les fils de la nation. Mais qu'est-ce qu'on a mis en place au Bénin pour justement perpétuer les acquis en termes d'une nation plus forte? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a eu des manuels pour enseigner ça dans les termes d'élaboration philosophique, du patriotisme? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que dans les termes de la liberté d'expression, est-ce qu'on a assez développé ça? Est-ce qu'on a enseigné le droit des libertés aux enfants et publics, le respect de la chose publique, etc. Mais ça, c'est beaucoup plus de la responsabilité des scientifiques que nous avons dans oui, cette partie. Oui, la responsabilité des scientifiques, certes, mais n'oubliez pas, et bon, c'est une problématique. C'est une problématique parce qu'il y a des livres qui existent. Mais nous avons vécu ça. Et aujourd'hui, il faut se dire, est-ce que nous ne sommes pas dans la même situation qu'avant le 16 janvier 1977? Ça aussi, il faut qu'on crève l'abcès parce qu'aujourd'hui, il y a des exilés béninois qui ne sont pas sur le territoire. Nous n'en connaissons pas des îles. Et je vais vous dire, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, en ce temps-là, qu'on prenne l'ancien feu le président Zissou, vous avez cité les raisons qu'il a avancées à Bob Denard pour solliciter le mercenariat. Mais est-ce que c'est des raisons fondées ou non? Est-ce que c'est juste? Ça n'a pas de sens. Mais ce qui a de sens, c'est que celui qui va à l'extérieur, quelles que soient les conditions objectives ou subjectives, on ne sait pas comment il reviendra. Et c'est ça justement qui est la donnée à partir de laquelle il faut interpeller l'histoire. Interpeller l'histoire dans le sens de savoir si les citoyens, l'élite a engrangé des leçons pour asseoir une gestion assez juste de la nation. Voilà un peu ce que... D'accord, mais il faut le rappeler, aujourd'hui, il n'y a pas d'exilés. Si, il y en a. Il y a des Béninois, les Syriens. Mais rien ne les empêche de rentrer. Mais justement, rien ne les empêche de rentrer dans leur pays. Rien ne les... S'ils sont à l'extérieur et qu'ils ne rentrent pas, nous allons dire, rien ne les empêche de revenir. Nous allons continuer d'embrasser nos femmes. Nous allons continuer d'amener nos enfants à l'école. Nous allons continuer de pavaner avec la force dont nous disposons, qu'elle soit juridique, qu'elle soit constitutionnelle, qu'elle soit judiciaire, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, etc. pour vivre. Mais nous allons nous retrouver
étonné de ce qui arrive. Comment ça arrive? On ne sait pas. Vous comprenez? C'est pourquoi, dès ici et maintenant, il faut forcément une pensée pour favoriser cette liberté de revenir pour ceux qui s'en vont. Et cela, ça rentre dans le sens de la reconquête de l'histoire. Parce que vous voyez, en Occident aujourd'hui, les pays que nous prenons comme un modèle, on dit, elles sont à la fin, ces nations sont à la fin de l'histoire. Ça veut dire qu'elles savent qu'elles ne se feront plus jamais de guerre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les agressions militaires et autres ont changé de forme. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est plutôt les conflits qui sont créés entre nous-mêmes. Et justement, la bourgeoisie, la finance internationale est toujours là pour vendre des armes à un fils qui trouve des raisons pour revenir autrement que par l'aéroport, par un avion. D'accord. Loris d'abord, rapidement. Oui, le docteur tenter une comparaison, je dirais, à risque tout à l'heure, de 77 à nos jours. Vous évoquiez les exilés d'alors ou le principal exilé, Émile Dérens-Issou. Je pense que les deux situations ne sont pas à comparer. Il y a une mutation. Il y a une mutation. Le seul ou presque exilé pour un dossier de crime économique encore pendant devant les juridictions, c'est Sébastien Germain à Diavon. Et nul ne l'a empêché de revenir au pays, de revenir au bercail. Vous ne me direz pas le contraire. Maintenant, les autres, que ce soit les autres touristes ou autres qui pensent peut-être ériger une autre base, peut-être l'aile opposante politique béninoise, ça, je pense qu'il n'y a rien de comparable à l'époque, à cette époque où l'atmosphère était au putsch. Vous le savez, il y avait de 60 à 72 une bonne dizaine de putsch, cette fois-ci réussi. Et le dernier, ce dernier qui a sa particularité que de marasme économique. Voilà. Ce n'est pas et le cas. Le putsch dont il est question, dont on célèbre pas l'anniversaire, dont on se rappelle les traces aujourd'hui, ce putsch est commandité de l'extérieur. L'extérieur, c'est vrai, pas qu'il y a des filons autochtones ou nationaux. Mais là, je ne pense pas qu'il faille comparer avec l'atmosphère actuelle. Non, je ne compare pas. Je compare pas. C'est ce que vous avez tenté de faire. Attends, je vais te dire quelque chose. Vous savez, il ne faut pas avoir la langue de bois. Il ne faut pas avoir la langue de bois. Et la pensée nous permet justement de faire le relais pour retrouver des régularités. Je vais vous donner... Et nous avons suivi le procès de Métagnon ici. D'accord? Et nous savons que il est privé de sa liberté. Oui. Et nous avons vécu ici le débat à l'Assemblée nationale par rapport, par exemple, je prends Djenonte Valentin, d'accord, qui aujourd'hui n'est pas sur le territoire, mais qui, à ses dires, a compris que, quelles que soient les conditions d'un bon procès, le procès de Métagnon a fini par sa privation de liberté. Alors, il prend les précautions de se mettre en situation d'être libre de continuer à parler. Mais il n'est pas seul dans le cadre. Non, justement, il n'est pas seul. Mais cela veut dire donc qu'il y a un débat. Si je prends un Métagnon qui est encore en prison, et je prends un Djenontin qui n'est pas en prison, qui n'est pas sur le territoire, vous voyez, ce rapport-là, je me dis qu'il y a un médian. Le médian, c'est qu'il y a un débat, il y a une situation qui doit être corrigée par qui de droit, qui doit, et pour justement se dire, mais qu'est-ce qu'il faut... Ce n'est pas fui le fait d'assurer cette responsabilité. Est-ce que quand on a des choses à se reprocher, ou il y a des dossiers dans lesquels on est impliqué, il faut être présent pour pouvoir répondre? Oui, c'est une fiction politique. Moi, je pose la situation. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. C'est pourquoi il dit qu'il ne faut pas avoir la langue de bois. Vous prenez par exemple Valentin Djenonte. Attends, qui était... Attendez, je vais vous dire ceci et puis je me tais. Prenons un Valentin Djenonte qui était ministre... Non, attends, je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose parce que c'est ça aussi. C'est Lio Camblado. Vous voyez un peu. Et quand même, vous allez trouver très rapidement, parce que... Très rapidement. J'ai dit, par exemple, et moi, Valentin Djenonte fut ministre de cette République. S'il avait favorisé la liberté de la magistrature,
il ne vivrait pas cette situation lui-même maintenant. Donc c'est une situation vous évoquez là la récurrence. Un régime, voilà, l'interaction entre les faits et aussi lorsque tu as la gestion d'une parcelle du pouvoir, est-ce que l'élite atteint les objectifs? Est-ce que l'élite se donne les moyens d'accomplir justement à ce moment les conditions justement d'une bonne gouvernance? Voilà un peu, quand ces situations sont résolues, nous pourrons faire l'économie justement de la mutation, par exemple, des agressions militaires venant de l'extérieur, aujourd'hui des conflits armés entre nous-mêmes qui sont financés par l'extérieur. Donc ça veut dire que, toute proportion gardée, c'est nous qui sommes perdants. Parce que le capitalisme aujourd'hui fait des bénéfices à partir des guerres et de la mort. Revenons à notre sujet pour boucler. Aujourd'hui, c'est vrai, l'agression, l'histoire, les leçons à tirer, connues. Comment capitaliser tout ceci, surtout pour la jeunesse? Et comment capitaliser ceci pour la jeunesse? C'est l'érection des sites en des zones de célébration de la mémoire, en des zones de tourisme, parce qu'il y a un tourisme national qui n'est pas promu. Les élèves, on leur enseigne l'histoire comment? Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, on pourrait par exemple faire voyager les élèves de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, en conservant les sites et justement leur permettre de vivre la ferveur. Parce que lorsque vous allez sur un site d'histoire, vous voyez, vous avez la possibilité à partir des symboles qui sont implantés, de vous baigner dans une atmosphère qui vous fait prendre conscience de la nationalité, qui vous fait prendre conscience de votre solidarité avec ceux qui sont déjà morts, de cette solidarité avec les gouvernants qui ont eu le courage de revendiquer la liberté nationale, l'initiative historique, de définir un axe d'évolution sans chercher à être dépendant de l'extérieur. Parce qu'en ce temps-là, Kérékou, c'était ça. Ça, bravo, ce qu'on lui reconnaît en ce temps du marxisme-léninisme, c'était que Midjemilesi. Nous voulions vivre selon les codes béninois de l'action, de la solidarité, de la production, etc. Et donc cela, les jeunes ont besoin d'apprendre comment est-ce qu'on peut rêver. Les jeunes ont besoin de rêver leur liberté, de rêver la richesse à partir du travail fait. Et donc tout cela, l'histoire, l'enseignement de l'histoire, les voyages sur les sites d'histoire, et même aussi les figurines, les jouets fabriqués, vendus, et achetés par les jeunes, parfois avec des brochures, pour dire les conditions de l'origine de ces jouets, sont autant de manières, vous voyez, d'apprendre, de conditionner les jeunes à une prise en charge d'eux-mêmes. D'accord. Voilà autant d'éléments qu'on peut retirer. Oui. Le risque d'avoir rapidement pour boucler ce débat. Oui. C'est presque dit qu'on connaît ici. Je pense qu'au-delà des enjeux géostratégiques, géopolitiques, des enjeux occidentaux qui se retrouvaient, les intérêts occidentaux qui se retrouvaient quelque peu entravés par ceux russes et autres, en ce moment, il faille revenir ici sur la morale. La morale. Vous vous rappelez qu'au départ, il y a un peu plus de 10 ans, au primaire, il y avait l'idéologie qui servait de leçon de morale. Et on nous imprimait, par exemple, les bases de l'État, du sens de l'État, le bien public. Si aucun Béninois ne s'était porté vers la partie occidentale, il n'aurait peut-être pas eu, on n'aurait pas enregistré cette agression du 16 janvier 1977. Et donc, il ne faille pas seulement opter pour ses intérêts, mais donner priorité à l'intérêt national. Et pour le faire, il faut inculquer ces bases dans les curricula au premier niveau d'enseignement. Déjà depuis le primaire, la cour primaire, enseigner ce que c'est que l'État. Montrer à l'enfant que l'État, c'est une partie de lui. L'État, qu'il constitue l'État et non l'autre qui constitue l'État et l'autre comme chef d'État. Merci Loris Freddy d'abord, rédacteur en chef de l'EDEN Télévision. Docteur
Assogba, Dr Raymond Assogba, socio-anthropologue, avec mes deux invités. Il a dit question de parler du 16 janvier 1977 sur les traces de l'opération Crevette. On en parlait un peu histoire, mais les enseignements, les leçons à tirer, surtout pour la jeunesse. Des propositions donc étaient faites surtout pour dans le système éducatif. Il faut rappeler constamment l'histoire, mais éduquer également la jeunesse, les enfants, un sens du patriotisme. Merci à vous d'avoir suivi ce débat.